les transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Esprit libre avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, et puis surtout animateur de commentaires qui reprend demain sur Radio Classique. Absolument. La semaine dernière, je l'avais annoncé un peu en avance, mais surtout avec une grande nouvelle. Dites-nous ça. Eh bien, avec un temps multiplié par 2. Ça va faire plaisir à mon ami Raphaël qui vous écoute tous les matins. Et donc, nous aurons 45 minutes de discussion et de débat. C'est mieux. Absolument. Monsieur Cadbury. Si j'ose dire. Voilà. J'aimerais vous féliciter, puisqu'évidemment le vol du Bourdon, c'est Rimsky-Korsakov. Vous êtes très nombreux à réagir sur notre forum radioclassique.fr. Vous êtes également très nombreux à nous dire que vous avez quitté la maison beaucoup plus tôt que les générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire vers l'âge de 18-20 ans, quand nous parlions tout à l'heure des Tanguy avec Augustin Lefebvre. Voilà, ça c'est dit. On va parler de la situation politique du moment dans un instant, évidemment, mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur cette affaire ubuesque. La Tunisie, qui accuse la France du meurtre injustifié de l'homme qui, à Marseille, a blessé 5 personnes avec son couteau avant d'être abattu par la police. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Tunis a même été convoqué par le ministère des Affaires étrangères tunisien qui lui demande des comptes sur les conditions de cette neutralisation de ce ressortissant à Marseille. Je dois vous dire que les bras m'en tombent, Géraldine Vosner. Mais la Tunisie, on le voit, elle est travaillée par les mêmes forces de déstabilisation qu'on a vu au Sahel où la France a été évincée, qu'on voit en Algérie. La Russie attise une sorte de fièvre anti-occidentale à laquelle la Tunisie est sensible, et la coopération entre les deux pays sur le front de l'immigration se passe mal. Rappelez-vous, en 2008, Nicolas Sarkozy avait facilité l'octroi de visas pour une immigration de travail qui viendrait de la Tunisie. Il devait y avoir une contrepartie dans une meilleure gestion et contrôle de l'immigration clandestine. C'est un échec complet. L'immigration en provenance de Tunisie progresse très vite. Elle a 2 fois plus vite que l'immigration algérienne. Mais l'intégration se passe mal. J'ai regardé rapidement les chiffres. 35% des immigrés tunisiens en France, ils sont sans emploi. C'est le triple des nationaux. Et 40% n'ont aucun diplôme. Donc, pour l'immigration choisie, c'est raté. Et ils montrent la même mauvaise volonté à reprendre leurs ressortissants. Je crois que c'est à peine 10% des clandestins tunisiens qu'on souhaiterait renvoyer vers la Tunisie sont effectivement acceptés. Jean-Marie Colombani, j'aimerais qu'on fasse référence à l'invité de 8h15, c'était Gérald Bronner, qui publie À l'assaut du réel. On a l'impression sur cette affaire que la police fait son travail, qu'elle n'a sans doute pas pu faire autrement que de tirer sur cet assaillant qui avait quand même emprunté un itinéraire criminel tout à fait particulier, puisqu'il avait poignardé 5 personnes quand même, et que la Tunisie ne vit pas dans la même réalité que la France. Il y a surtout, je pense, qu'il faut toujours se souvenir que les pouvoirs autoritaires sont toujours à la recherche d'un bouc émissaire. Et qu'un des piliers, un des fondements de l'autoritarisme, c'est ça. Or, que se passe-t-il en Tunisie depuis des années maintenant ? C'est le lent abandon de toute forme démocratique au bénéfice d'un président qui exerce le pouvoir de façon de plus en plus, en effet, autoritaire et qu'il ne partage pas. Donc, les voir chercher un bouc émissaire et comme par hasard tomber sur la France, ça ne me surprend pas, hélas. Hélas pour les Tunisiens, parce que c'est un peuple sympathique, éduqué, dynamique et qui est broyé par un régime qui ne lui correspond pas. Comment les choses vont-elles tourner ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous reprendriez l'idée développée par Géraldine, qui a une espèce d'algérisation de la relation franco-tunisienne ? En tout cas, dans toute la région, hormis la relation avec le Maroc, qui a été rétablie in extremis, d'ailleurs, d'une certaine façon, il y a quand même une offensive russe manifeste et qui gagne du terrain. Et donc, est-ce que la Tunisie, succombe aussi à cela ? Et il faut regarder quels sont les transferts d'argent, quelles sont les aides que les milices russes peuvent apporter. Ça, voilà. Mais ça s'inscrit dans ce contexte-là, évidemment. L'Algérie, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas, avec la Tunisie, le contentieux historique qu'il peut y avoir avec l'Algérie. Donc c'est autre chose. Et en Algérie, on est habitué au fait que ces gouvernements ont pour principale raison d'être la dénonciation de la France et de la colonisation française. Et ça, c'est une affaire de génération. Il faut que d'autres générations passent pour arriver à une relation beaucoup plus saine
entre la France et l'Algérie, qui serait naturel d'ailleurs, qui serait normal. Mais là, dans le contexte actuel, il faut pas rêver. Géraldine Wasner, la dénonciation de l'Occident, c'est aussi ce qui s'est fait cette semaine avec la réunion du Nord-Coréen Kim Jong-un, de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. On accuse l'Occident de tous les maux, l'Occident d'être un fauteur de guerre, accusations qui me font dire encore qu'on n'a pas le sentiment que ces deux endroits de la planète vivent dans la même réalité. Assurément, je ne sais pas quelle réalité va finir par s'imposer. Aujourd'hui, c'est celle des puissances économiques, c'est celle de la démographie et c'est celle aussi des armes. Un autre déni de la réalité, c'est celle de l'Europe, de refuser de voir qu'on est sorti d'une forme d'organisation géostratégique internationale et qu'effectivement, ces nouvelles puissances veulent s'affirmer. Alors, la Russie parle plus de Sud global, mais enfin, on en reste là. Un nouvel ordre international se dessine, dont l'Europe est absente et qu'elle refuse d'envisager. Alors justement, il y a une question là-dessus. Alors justement, je suis d'accord sur le fait que l'Europe refuserait d'envisager. L'Europe envisage tout à fait. Simplement, on est simplement, d'une certaine façon, pris à la gorge. On peut pas improviser et on peut pas décréter tout d'un coup qu'on va ressembler à l'Europe qu'il nous faudrait en un si court laps de temps. Prenons par exemple les questions de défense. Les questions de défense sont hors de la compétence européenne. L'Europe, par définition, jusqu'à présent, c'est un marché unique. Avant que ça ne devienne quelque chose qui puisse s'affirmer comme puissance, il faudra du temps. Il faudra du temps, de la patience, de la pédagogie, etc., et du dynamisme chez nos dirigeants. Mais on peut pas dire à l'Europe, l'Europe n'est pas au rendez-vous, parce que, je dirais, elle n'était pas compétente pour cela. Pardon, je suis d'accord, mais vous avez quand même le contraste de voir la pauvre, on envoie la pauvre Ursula von der Leyen négocier avec cette brochette d'autocrates sans autre mandat que d'essayer de faire la somme de 27 intérêts contradictoires. Donc je parle pas d'hommes, mais de gouvernance. La gouvernance de l'Europe est-elle encore adaptée à cette nouvelle réalité? C'est une vraie question et c'est un vrai problème qui est pour les Européens, d'autant que c'est une compétence qui était fédérale de fait, le commerce extérieur. Et donc là, en effet, elle a manqué de soutien dans une négociation extrêmement difficile avec le camarade Trump. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, je pense qu'elle, malgré tout, si on regarde les choses sur une plus longue période, elle progresse dans la bonne direction. Simplement, c'est lent. Et par rapport à ce que vous évoquiez, ce sommet n'a rien de surprenant. Il faut toujours avoir en tête quel est l'acte fondateur. C'est en février 2022, une rencontre entre Xi Jinping et le camarade Poutine, où ils écrivent un texte qui fonde leur alliance stratégique. Ce texte dit quoi? Il dit qu'il faut accepter l'idée que les pays ont des zones d'influence. Suivez mon regard. Il faut en finir avec l'idéologie des droits de l'homme, car elle n'est pas la nôtre. Nous allons, nous, définir notre propre vision des droits de l'homme. C'est ça qui fonde l'Alliance stratégique. Donc c'est un document anti-occidental par définition. Et ceux qui l'ont oublié, Poutine le rappelle à chaque étape. Et là, il le leur a rappelé aussi, encore que j'ai trouvé assez amusant qu'il soit relégué au 3e plan par rapport à Kim Jong-un, qui est l'espèce de marionnette entre les mains de la Chine, et que Poutine n'était que un petit peu le dernier roue du carrosse. Mais néanmoins, c'est quelque chose auquel on doit prêter attention, parce que leur axe stratégique, c'est bien cela. C'est l'hégémonie de l'Ouest qu'ils veulent détruire, et pour ce qui est de la Chine, elle veut affirmer sa domination. Géraldine, c'est quand même des communistes, tous ces gens-là. Même s'il y a un ex-agent du KGB, c'est des communistes. On oublie de rappeler que c'est des communistes. C'est un communisme. Non, mais je vais dire, c'est tellement l'éléphant dans la pièce qu'on oublie de dire, excusez-moi, mais parce qu'en c'est France, le marteau et la faucille. On va vous expliquer que c'est pas le vrai communisme. Voilà. Ah, c'est pas le vrai. C'est jamais le bon communisme. C'est jamais le bon. Vous savez, parce que le bon est à venir. Le bon est toujours à venir. Et toujours aussi plein de promesses. Bien évidemment. Il faut rappeler quand même, et notre invité l'évoquait tout à l'heure. Si j'osais un propos mélanchoniste, je dirais que l'influence du communisme est quand même résiduelle. Ce sont des systèmes autoritaires, autocratiques, ce sont des dictatures, point final. D'accord, des dictatures, mais l'influence du communisme, elle n'est pas résiduelle sur l'esprit de Sofia Chikirou, qui voit dans la Chine un régime quasi libéral. Excusez-moi, mais enfin...
Qu'est-ce qu'ils ont mangé, ces gens-là? Moi, j'ai connu la période où je rendais compte pour Le Monde des congrès, des petits partis, notamment partis communistes, marxistes, léninistes. C'était les maoïstes en France. C'était du plus haut comique parce que les maoïstes en France brandissaient le petit livre rouge de la pensée Mao. Donc, vous voyez, d'une certaine façon, on est quand même mieux lotis aujourd'hui. Eh ben, vous voyez, mes amis, je pensais qu'on ferait une toute petite séquence internationale et une grosse séquence de politique française. Oui. Eh ben, l'international l'a emporté et je crois que c'est une bonne chose parce que maintenant, on va attendre le vote de lundi et on aura toute la semaine suivante pour le commenter. Alors, pour rendre hommage à ceux qui veulent entrer au gouvernement ou pas, à ceux qui veulent être Premier ministre ou pas, à ceux qui veulent continuer à faire de la politique politicienne ou pas, eh bien, j'ai trouvé une Brigitte.